Il fait partie des 6 ministres LR bannis de leur parti, en charge du portefeuille de la ville et du logement. C'est la toute première fois qu'il prend la parole depuis sa nomination. Vincent Jeanbrun est l'invité d'RTL Matin. Bonjour et bienvenue sur RTL, Vincent Jeanbrun. Pour qui dansez-vous, Vincent Jeanbrun ? Pour ma femme uniquement. D'accord. Non, mais où se situe votre, je parlais de politique, où se situe votre loyauté politique ? Parce que vous êtes un ministre LR dans un gouvernement auquel LR a décidé de ne pas participer, ce qui vous vaut, depuis hier soir, d'être suspendu de votre parti. Waouh. Faut suivre, hein. Oui, je pense que pour les Français qui nous regardent et qui, je pense d'ailleurs, n'en ont pas grand-chose à faire, c'est bien compliqué à comprendre. Moi, ma loyauté, mon parcours, il a toujours été à des valeurs que j'ai toujours retrouvées comme étant défendues par la grande famille de la droite, l'UMP à l'époque, les Républicains depuis. Et puis aujourd'hui, ma loyauté, elle va d'abord et avant tout à la France. Et c'est pour ça que j'ai accepté de rejoindre le gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est pour travailler, faire en sorte que des choses bougent sur le logement, sur la ville. On va en parler. Oui, bien sûr. Et de manière générale, moi j'ai été député il y a un an, j'ai fait un mandat d'à peine un an, et je l'ai fait au sein d'un groupe, la droite républicaine, présidé par Laurent Wauquiez, où je me suis senti très bien, très à l'aise, parce qu'on y défendait les valeurs dans lesquelles j'ai toujours cru, c'est-à-dire les valeurs d'une droite sociale, d'une droite qui défend le travail, qui veut que la méritocratie fonctionne dans ce pays, Et pardon Vincent Jeanbrun, qui veut protéger les Français. Enfin, mais il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, vous étiez encore député, hein, d'accord, député LR. Aujourd'hui, vous êtes au gouvernement en étant LR. Même si vous êtes suspendu, vous gardez vos convictions. Hier soir, vote du volet recettes du budget, les députés LR votent contre. Donc votent contre vous. Non, parce que alors non, ça peut paraître un peu technique, mais vous le savez, la commission, elle a permis à chaque groupe de s'exprimer. C'est la commission a examiné des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amendements. Et parfois, il y a eu quelques aberrations, notamment parce que, avec la configuration qui est celle de cette assemblée, quand vous avez la LFI qui vote avec le Rassemblement national, eh bien, leurs amendements passent. Et il y a quelques dingueries qui sont passées. Enfin, faut regarder dans le détail, mais il y a des choses assez folles. Et donc, dans ces cas-là, pour ne pas recevoir au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale le budget avec les amendements complètement dingos, eh bien, dans ce cas-là, on vote contre le budget en commission, ce qui fait que c'est la copie d'origine, donc celle du gouvernement, qui arrive dans l'hémicycle. Copie d'origine, vous me permettez de le rappeler, qui est bien une copie qui permet d'être un point de départ. Et ensuite, on va l'améliorer tous ensemble. Est-ce que vous êtes solidaire à la vie et à la mort de ce gouvernement ? Je pense que à la vie à la mort, c'est pas le sujet. Vous comprenez le sens. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut encore être utile pour les Français et être un pilier de stabilité. La stabilité, c'est pas la stabilité sur le principe, Thomas Soto. La stabilité, elle est importante parce qu'elle protège les Français. Ça veut pas dire stabilité et pas de débat démocratique. Le débat démocratique, il va avoir lieu dans l'hémicycle. Et Sébastien Lecornu, en renonçant courageusement au 49.3, va permettre à chaque formation politique de s'exprimer. Donc le débat, il va avoir lieu. Et en plus, on se rapproche quand même de plus en plus de la présidentielle. Donc de toute façon, on va pouvoir débattre. Échappé à personne. On va pouvoir débattre. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient à la manœuvre. Moi, j'arrive dans le portefeuille du logement et de la politique de la ville. Je vois que énormément de choses étaient suspendues et n'avançaient pas, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de pilote. Donc c'est important qu'il y ait un gouvernement à la tâche, qui soit déconnecté des débats partisans et politiciens, déconnecté de l'élection présidentielle. Nous, on travaille. Et les formations mais pas forcément déconnecté des convictions des uns et des autres. Le 13 janvier dernier, vous disiez suspendre la réforme des retraites, c'est sauter dans l'inconnu. Là, vous l'acceptez, du coup ? Mais écoutez, encore une fois, ce qui a été très clair, c'est de dire qu'il faut la remettre au débat. Ce matin, on aura un conseil des ministres. Le Premier ministre, conformément à ses engagements, va dire OK. De toute façon, elle n'était pas parfaite, elle faisait pas l'unanimité, cette réforme des retraites. Ce qui faisait l'unanimité, c'est il faut sauver notre régime des retraites. Donc trouver le moyen de le financer. Là, ce que propose le Premier ministre, c'est de dire OK. On suspend le temps de trouver la bonne réforme des retraites qui est soutenue majoritairement par l'Assemblée nationale et probablement par les prochaines formations politiques. Donc moi, je n'ai en rien renié mes convictions. Je veux qu'on sauve notre régime des retraites. Pour ça, il faut faire des économies. Et si on ne touche pas à l'âge, on devra toucher aux pensions, ce qui serait évidemment impensable. Donc il faut qu'on trouve une solution, ce qui n'empêche qu'on peut la rendre plus juste, cette réforme des retraites. Bon, venons-en à votre portefeuille, le logement et la ville. Le logement, comment va le marché immobilier aujourd'hui ? Catastrophique. Catastrophique ? Catastrophique. Et quand je vous dis ça, on n'est pas en train de pleurer sur le sort de quelques promoteurs immobiliers. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des Français, des Françaises, des familles, des étudiants, des jeunes actifs qui n'arrivent plus à se loger, faute de logements sur le marché. Et ceux qui arrivent à se loger... combien ? Une quantité astronomique, on parle de presque d'1 million. Vous avez de fait des familles qui, parce qu'elles ne trouvent plus dans le marché classique, vont taper à la porte du logement social. Des familles qui ont le droit, mais qui
avant n'auraient pas été tapés à la porte du logement social. Et puis vous avez des familles qui vont réussir à se loger, mais à quel prix? C'est-à-dire avec la part de la dépense pour se loger qui explose. Donc ce n'est absolument pas tenable, et c'est clairement la mission que m'a confiée Sébastien Lecornu, à savoir lancer un plan d'urgence pour le logement. Ça passe par quoi? Ça passe par une partie des mesures fiscales. Et dès aujourd'hui, il y aura un amendement du gouvernement que je déposerai pour qu'on puisse, conformément à ce qui a été travaillé par des parlementaires, je pense notamment au rapport de Mickaël Cosson et Marc-Philippe Daubresse, pour faire en sorte de vraiment lancer un appel d'air très fort. Et puis plus globalement, on va simplifier et on va essayer de faire en sorte que le logement soit gagnant pour tous et partout sur notre territoire. Ça veut dire quoi? Parce que plan d'urgence quand? Pour janvier? Pour le mois prochain? Là tout de suite, dans le budget. Là maintenant, dans le budget 2026. C'est fondamental. Et d'ailleurs... Et c'est quoi? Ça va prévoir des constructions en urgence? Ça va prévoir quoi? Ça va prévoir de permettre aux investisseurs, c'est-à-dire aux particuliers, de retrouver un intérêt et une attractivité dans le fait d'investir dans la pierre. Ça permet, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc c'est gagnant. Des exonérations fiscales? Exactement. C'est gagnant pour le petit propriétaire, celui qui a son petit bas de laine, qui jusqu'ici savait pas s'il fallait le mettre dans la pierre ou pas, et qui va retrouver une rentabilité à le mettre dans la pierre. C'est gagnant pour les locataires parce qu'il y aura plus d'offres de logement. On estime que la toute première formule, qui sera probablement amendée par le Parlement, on peut pousser jusqu'à 40 000 logements nouveaux. Donc c'est important. C'est-à-dire que les locataires ayant plus d'offres paieront moins cher. On peut aussi, et ce sera dans le débat parlementaire, réfléchir à des plafonnements de loyer dans certains cas. Et puis c'est gagnant aussi parce que moi je souhaite porter quelque chose pour le logement neuf, mais aussi pour l'ancien, pour qu'on puisse faire de la rénovation. Parce que dans nos territoires, notamment dans les villages... Vous l'avez chiffré déjà ce plan ou pas? Écoutez, avec Bercy, on a travaillé à la première formule, mais vous l'avez bien compris qu'avec la configuration du Parlement actuel, ce qui compte, c'est pas uniquement la volonté du ministre. Mais il faudrait combien? C'est le débat qu'on va avoir avec les parlementaires. Et c'est ce qui sortira du débat parlementaire qu'il faudra chiffrer. Ce qui est sûr, c'est que le logement, c'est bien sûr des dépenses, mais c'est aussi des recettes. Quand l'économie du logement va bien, c'est l'économie du bâtiment qui va bien, et c'est des recettes pour l'État. J'ai une question très concrète. Il y a un amendement qui a été voté au projet de loi de finances qui remet en cause l'exonération des plus-values pour la vente d'une résidence principale. Est-ce que vous soutenez, est-ce que le gouvernement soutient cet amendement? Non, je pense qu'au contraire, il faut qu'on fluidifie les choses. Donc et que, encore une fois, celui qui investit doit pouvoir y trouver une rentabilité. Sinon, les Français, les petits épargnants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épargner dans des produits financiers, des assurances vie ou autres, et ça ne redressera pas le logement, donc les Français n'arriveront pas à se loger. Et vous savez, quand les Français n'arrivent plus à se loger, c'est la crise, c'est la colère, c'est l'injustice, et c'est les populistes qui gagnent et qui ramassent à la fin. J'ai encore beaucoup de questions, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Fin juin, vous étiez alors député, et vous présentiez votre plan pour les banlieues. Vous disiez vouloir mettre fin au logement social à vie. Le ministre Jeanbrun est-il d'accord avec le député Jeanbrun? Est-ce que ça va se faire, ça, la fin du logement social à vie? On a une premire priorité, c'est celle de passer un budget et de relancer le logement. Quand on relance le logement privé, d'ailleurs, on relance aussi le logement HLM, parce que les deux sont liés. Moi, j'ai rien perdu de mes convictions. Et donc, évidemment, je vais porter ce combat-là. Parce qu'en fait, c'est un combat gouvernemental aujourd'hui? En tout cas, c'est une conviction personnelle et j'essaierai d'emporter l'adhésion gouvernementale. Mais il faut imaginer qu'aujourd'hui, vous avez des familles dont la grand-mère fait hériter à son petit-fils son logement social. C'est incompréhensible. Quand à côté de ça, vous avez des mères qui travaillent et qui élèvent leurs enfants qui n'arrivent pas à se loger dans le logement social. Il n'y a pas de calendrier pour ces mesures-là. C'est pas encore... Il faut être modeste. D'accord. Il n'y a pas de majorité et on a un gouvernement qui a déjà un défi considérable, c'est de réussir à doter la France d'un budget. Mais par contre, ces combats-là, cette conviction-là, je l'ai et je la défendrai, quelle que soit ma place, jusqu'au bout. Vous avez entendu que votre nomination a été accompagnée de critiques, puisqu'une enquête vous concernant est en cours, car vous auriez attribué 2 logements appartenant au syndicat funéraire que vous présidiez à votre directeur et à votre chef de cabinet à des tarifs très en dessous du marché. Ça la fout mal, non? Écoutez, moi je suis très clair dans cette affaire. Il s'agit de 2 logements de fonction. Ils étaient éligibles à ces logements? Ce sont des logements de fonction. J'ai lu de tout, des HLM, etc. Ce sont des logements de fonction, ce qui était toujours pratiqué. Et de toute façon, j'ai lu dans la presse, comme vous, qu'il y avait une enquête ouverte. À cette heure, je n'ai jamais été contacté. Donc je ne sais même pas. Je n'ai même pas cette confirmation. Donc évidemment, tout est ouvert, tout est au grand jour. Et pour vous, il n'y a pas de problème de droit, en tout cas? Écoutez, je vous confirme qu'il n'y a pas de problème de droit. Vincent Jeanbrun, les Français ont fait votre connaissance lors des émeutes de l'été 2023 après la mort de Naël, quand votre domicile avait été attaqué à la voiture bélier, en présence ce soir-là de votre épouse et de vos enfants. Les messages de fermeté politique s'étaient succédés à l'époque. Ceux qui ont fait ça allaient voir ce qu'ils allaient voir. C'est donc il y a plus de 2 ans maintenant. Il n'y a toujours pas eu d'interpellation aujourd'hui dans cette affaire? Toujours pas. Mais comment vous l'expliquez? C'est pas à moi de l'expliquer, mais en tout cas, l'attente, elle est très forte, évidemment. Mais au-delà de mon cas personnel, elle est très forte pour tous ceux qui ont vécu il y a 2 ans des scènes terribles.
Et quel aveu d'impuissance quand même. On a eu Darmanin, on a eu Retailleau, on a eu des déclarations plus fortes. On n'est pas capable d'aller trouver 2, 3 ou 4 personnes qui ont balancé une voiture dans la maison du maire. Écoutez, je pense que si c'était si facile, il l'aurait trouvé, parce que je suis affirmatif quand je vous dis que les forces de police, tous ceux que j'ai pu rencontrer, tous ceux qui sont en première ligne, les équipes d'enquête, ont été présentes, ont été mobilisées et ont fait le maximum. Après, je pense que, et je l'ai souvent dit, le cadre légal qui leur permet leurs investigations pourrait être considérablement renforcé. Vous avez des pays qui sont des démocraties où notamment on peut aller fouiller dans les téléphones à distance de manière beaucoup plus facile qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc évidemment c'est dur. Enfin, vous m'interrogez, moi et ma famille et ma femme particulièrement, on se dit mais comment c'est possible qu'il ne soit pas encore attrapé et traduit devant la justice. Ça n'empêche qu'il ne faut pas tout mélanger, et en général les policiers font leur maximum dans un cadre légal qui leur est donné. Peut-être qu'il faut changer le cadre légal. Il faut peut-être revoir, on l'entend. Merci Vincent Jeanbrun d'être venu ce matin sur RTL. Restez avec nous puisque Philippe Cavrivière nous rejoint tout de suite. Voilà.